Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre d'Afrique Direct, votre magazine d'information et de débat sur le média panafricain, Média Afrique News. Nous sommes au Gabon, à Libreville plus précisément. Pourquoi? Parce que nous sommes à moins un jour de ce qu'on appelle ici le coup de libération, l'anniversaire de ce qu'on appelle ailleurs le coup d'État. Les militaires, avec à leur tête Brice Clotaire, ont décidé de mettre fin à toutes les affaires politiques du Gabon. Alors, Ali Bongo, qui venait d'être réélu en énième mandat, en troisième mandat, avait été sommé d'abandonner le pouvoir parce que les militaires craignaient qu'il y ait de nouveau un bain de sang comme en 2016, une élection hautement contestée par les hommes politiques. Ces hommes politiques ont décidé, après un an de pouvoir des militaires, de décrypter, d'analyser et surtout de débattre sur le plateau de Média Afrique News, le média panafricain qui donne la parole à tout le monde sans exception. Nous sommes un média indépendant et nous n'avons aucun parti pris. C'est pour cela que nous invitons toutes les parties sur la table de débat. Et comme nous le faisons ce soir dans le cadre de cette émission, nous sommes à Libreville, comme je vous disais, et nous avons convié pour le cadre de ce débat deux hommes politiques, pas de moins, de gros calibre sur la place gabonaise et internationale. Le premier s'appelle Pierre Claver Manganga Mossavo. Il est né le 8 avril 1952 à Mouela, c'est au Gabon. Il a été vice-président plusieurs fois, vice-président évidemment de la République gabonaise sous l'ère Ali Bongo, plusieurs fois ministre d'État. Il est le fondateur du parti politique, Parti social-démocrate, le PSD. Il a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle au Gabon en 1993 contre Omar Bongo, en 1998 contre Omar Bongo, en 2009 contre Ali Bongo, en 2016 contre Ali Bongo et puis en 2023 il a préféré se ranger du côté de la coalition gagnante, tout sauf Ali Bongo, avec le professeur Albert Ondossa. Il était de la coalition et finalement le professeur Albert Ondossa n'a pas pu aller jusqu'au bout de tout sauf Ali Bongo. On verra très bien, l'histoire raconte que ce sera ni le professeur Albert Ondossa ni Ali Bongo, ce sera plutôt Brice Clotaire. Il sera donc ce jour notre invité exceptionnel, mais il aura en face de lui, pour ne pas le laisser dérouler son tapis rouge et tout l'art oratoire qu'on lui connaît, il aura Dieudonné Milama Mitogo. Lui, il est né le 26 avril 1968 à Bitam, c'est au Gabon, au nord du Gabon plus précisément. C'est un polytechnicien, un agro-développeur. Il est très sollicité depuis des années pour son expertise dans le domaine technique par plusieurs multinationales. Mais en 2016, il a décidé de déposer un peu sa casquette d'expert technicien pour se lancer à la politique. La politique d'ailleurs, il y était déjà depuis sous le couvert de celui qu'on peut qualifier aujourd'hui de son père spirituel, le très regretté André Mbaobam. Après, il a décidé de prendre des rênes en suivant la vision politique de ce dernier. Il crée en 2017 son parti politique qu'on appelait Ensemble pour la République, lui-même ayant été candidat à cette élection présidentielle de 2016 entaché de fraude et de sang. Il sera donc le challenger de l'ancien vice-président de la République du Gabon, Pierre Claver Manganga Mossavo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Média Afrique News. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur de m'inviter à votre plateau. Je voudrais profiter de cette occasion pour rectifier quelque peu en disant que j'étais candidat en 2023. En 2023. Je suis arrivé en troisième position. Ah, d'accord. Et ceci pour dire que la situation que nous connaissons aujourd'hui nous frappe de plein fouet. Et Ondossa, qui est arrivé entre griffes en deuxième position, alors que nous pensions qu'il était élu, qu'il aurait pu être l'élu, et moi qui suis arrivé en troisième position, malgré les vicissitudes, malgré les contorsions du pouvoir, malgré cette volonté de disqualifier les uns les autres, nous avons pu montrer que nous étions à la hauteur. La différence entre Ondossa et moi-même, c'est que j'étais pour que Ali Bongo ne soit plus président, mais il fallait substituer
ce n'est pas un débat d'hommes. Il fallait substituer à la politique d'Ali Bongo une toute autre politique, la provincialisation. Je pensais que dire Ali Bongo doit partir ne suffisait pas pour le peuple gabonais. Parce que nous allons voir que le peuple gabonais a besoin d'un minimum qui lui permette de vivre libre. Et tant que nous n'avons pas, nous, hommes politiques, cette ambition de rendre le Gabonais libre, je ne peux pas, malgré ce qui peut être intéressant de faire partir un dictateur, si on ne lui substitue pas un programme qui soit bien étayé, alors on aura fait. On reviendra sur votre parcours tout à l'heure, mais belle entrée en matière, monsieur le vice-président, Pierre Claver Manganga Mosavo. Je vous aurais posé la question de savoir, est-ce que finalement vous n'aviez pas grignoté quelques voix au professeur Ondosa si vous vouliez qu'il y ait vraiment cette alternance, que votre présence, votre candidature n'a pas contribué? Avec ou sans moi, Ondosa a gagné l'élection. Il a gagné l'élection. Comme Ping avait gagné l'élection, comme Baobam avait gagné l'élection, comme Pierre Mambundu avait gagné l'élection, et comme Mba Abissol avait gagné l'élection. C'est une élection démocratique. Le peuple gabonais a fait le choix. Et là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas reconnaissance des résultats issus des urnes. On reviendra sur l'histoire politique de tout ce que vous citez, mais l'histoire retient que tout ce que vous avez cité, ceux qui étaient là, c'était les Bongo, que ce soit à l'époque du père ou du fils. On reviendra peut-être là-dessus. En face de vous, comme je le disais, vous aurez Dieudonné Milama. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas un homme qu'on voit tout le temps à la presse, parce que vous êtes très occupé par votre travail. Mais quand la nation gabonaise le demande, vous vous mettez à son service. Et c'est pour cela que nous vous disons une fois de plus merci, malgré votre emploi du temps chargé, d'avoir accepté notre invitation. En face de vous ce soir, vous aurez Pierre Claver Manganga Mosavo, très connu sur la place politique gabonaise. Il a rappelé tout à l'heure le nombre d'élections qu'il a participé. Est-ce que vous, ça vous a dérangé, revenu de votre travail chez les autres, de revenir à vous participer à l'action politique de votre pays et de trouver encore, entre guillemets, le vieux Manganga qui était toujours là et qui voulait toujours briguer la magistrature suprême? Est-ce que ça vous a dérangé? Non, ça ne me dérange nullement. Je vous dirais que je travaille pour la démocratie gabonaise depuis très longtemps. J'ai travaillé avec la société civile et je peux vous dire qu'en 2011, j'ai travaillé dans le cadre des élections, parce qu'en 2009, après les élections présidentielles de 2009, qui avait été une élection aussi très contestée, la société civile, avec Marc Ona, avec Georges Paga, nous avions pris le bâton de pèlerin pour réunir non seulement la société civile et la classe politique pour que nous puissions mettre de l'ordre et au niveau des tests qui régissent le fonctionnement du Gabon. Nous avons travaillé ensemble avec le président Mangam Sabou dans le cadre de ce travail. Nous avions même, en ce moment-là, demandé le boycott des élections de 2011, pas de biométrie, pas des élections. Mais je vous dirais que la classe politique gabonaise, elle a souvent été décevante. Parce que nous avons vécu des choses extraordinaires. Alors, nous avons travaillé ensemble pour pas de biométrie, pas d'élection. Ça, c'est en 2011. En 2011. Peut-être c'est pour ça que l'inconstance des hommes politiques gabonais se révèle, et c'est pour ça que l'alternance n'a jamais eu lieu. Et on était nombreux. Je vous parle de Pierre Mambundu, qui était le leader incontesté de l'ACR, un groupement de partis politiques. Je vous parle d'André Mbobam, qui est non seulement mon grand frère, mais aussi vainqueur de l'élection de 2009. Et de tout le monde, Jules Aboudès, Aristide Ougouligende, Mais clairement, je vous laisse continuer. Dieudonné, c'est ce qu'a dit tout à l'heure aussi Pierre Claver. Vous tous, vous dites tel vainqueur, mais la Cour constitutionnelle a proclamé Ali Bongo vainqueur en 2009, il a proclamé Ali Bongo vainqueur en 2016, mais vous dites tout le temps tel a été vainqueur. Non, vainqueur, je crois que ceux qui ont eu le plus de voix. Parce que le grand problème du Gabon, c'est que ceux qui sont vainqueurs ne sont pas déclarés vainqueurs. C'est-à-dire que des mécanismes, c'est pour ça que je vous dis qu'on a travaillé en 2011 ensemble, avec la société civile pour essayer de faire évoluer les choses. Parce que le plus souvent, ceux qui sont vainqueurs ne sont pas déclarés vainqueurs. Et la donne a changé en
en 2023, parce que, comme disait le président Mangam Savo, le professeur Ondosso est arrivé vainqueur. Bon, malheureusement, c'est pas lui qui est au pouvoir. Les militaires sont arrivés, ils ont mis de l'ordre et nous allons passer à autre chose. D'accord. On reviendra sur l'épisode des militaires. Alors, Pierre Claver, ça fait, on a envie de dire, une éternité que vous essayez de briguer la magistrature suprême. Parfois, les gens vous trouvent vieux, vous permettez, vous excuserez en même temps l'expression vieux grincheux, toujours là, jamais fatigué, toujours au taquet. Les gens demandent est-ce que vous prenez votre retraite finalement, Pierre Claver? Oui, l'étroitesse d'esprit et de vision, non pas du peuple gabonais, mais de ceux qui commentent l'actualité politique, oublient de dire que dans l'histoire, il y a eu des cas comme le mien. Je ne voudrais pas me comparer à Abraham Lincoln, qui a échoué toute sa vie et qui est devenu le meilleur président des États-Unis d'Amérique. Ma vie n'a pas été un échec, et que ce soit au niveau universitaire ou au niveau politique, n'étant pas dans la majorité, j'ai réussi à être plusieurs fois ministre d'État et vice-président de la République. Et je suis l'un de ceux, je crois que mon petit frère Milama va le reconnaître, qui travaille sur le plan économique, sur le plan social. Si beaucoup de Gabonais faisaient comme moi, ce serait une autre histoire de notre pays, le Gabon. Évidemment, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à peine 30 ans comme maire de la commune de Mouila, alors que j'étais jeune contrôleur général d'État de mon pays. Et j'ai accepté parce que la population a souhaité que je sois le maire de ma commune, ayant montré un bel exemple en construisant des logements, une cité. Et ainsi, j'ai pris goût à la politique. À la chose politique. Et arrive la conférence nationale où j'ai joué un rôle très important. Puis les accords de Paris également, les accords d'Arambo, les accords d'Akanda. Donc la politique, ça n'est pas le fait de durer là-dedans, mais c'est de marquer de son empreinte le chemin parcouru. L'âge n'a rien à voir. Moi, vous savez, ceux qui parlent de l'âge pensent que je suis un vieillard. J'ai commencé à me faire remarquer très tôt, ce qui a marqué les esprits. Et aujourd'hui, j'ai 72 ans, effectivement. Mais dans les études scientifiques, c'est à cet âge-là qu'on donne le meilleur de soi-même, qu'on donne à un pays où tout est à faire, le meilleur de soi-même. En tout cas, on reviendra sur votre âge, parce qu'il peut compter donc la future constitution pour une éventuelle candidature ou non. On reviendra au cours de ce débat sur le cas de l'âge, en fonction peut-être de manière projetée sur une éventuelle constitution qui fixerait l'âge limite d'accès à la fonction présidentielle. Alors, Monsieur Milama, beaucoup doit couler sur le pont depuis que vous avez vous-même voulu briguer la magistrature suprême. Entre-temps, pourquoi vous n'êtes pas allé en 2023? Au fait, je voulais vous dire, j'ai connu un événement malheureux, j'avais perdu mon épouse, et donc j'avais pris un temps de deuil. Mais je regardais ce qui se passait, je n'étais pas loin de la politique. Donc, en analyste, j'intervenais quand il fallait intervenir, et maintenant j'ai repris mes activités politiques. Vous avez repris vos activités politiques et vous les avez reprises pendant que nous vivons au Gabon, la transition politique. Les militaires ont décidé, Pierre Claver, de prendre les affaires en main parce qu'ils ont estimé que vous, les hommes politiques, vous avez échoué dans la gestion du pays. Vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez fait en tant que maire, mais vous avez également vous-même des responsabilités à assumer sur le plan historique, sur le plan politique, diplomatique, économique par rapport à la situation du Gabon actuel. Vous avez été plusieurs fois ministre d'État sous l'ère des Bongo, vice-président sur un autre Bongo. Est-ce que vous endossez vous-même une part de responsabilité de ce qui s'est passé et ce qui a poussé Brice Clotaire et ses amis à vous pousser de côté pour régler les choses?
je voudrais profiter de cette occasion pour dire ceci. Il faut cesser de mettre la poudre aux yeux des Gabonais et des Africains. Brice Colter et Oligui et ses amis n'ont poussé personne dehors. Ils ont fait, parce qu'ils ne pouvaient pas répéter ce qui s'est passé avec Mba Abessol, avec Pierre Mambundu, Mba Obam et Ping, ils ont trouvé une sorte de stratagème pour dire, nous voulons, c'est un système, pour le conserver, il faut trouver une solution. La solution, toute trouvée, était de prendre Oligui Nguema, qui était gardien des bongos, et qui jouait un rôle non négligeable à l'occasion des élections. Nous savons qu'il donnait des moyens financiers aux pédigistes pour qu'ils puissent aller aux élections. Nous le savons. Le Gabon est une maison de verre. Donc, il n'est pas nouveau sur la scène politique. Il était impliqué. Et en plus, comme bras armé du pouvoir des bongos. Impliqué dans son travail. Dans son travail de militaire. De militaire et de turiféraire. Donc, celui qui se permettait de mettre fin à certaines situations parce que ça plaisait au pouvoir. Donc, disons tout simplement que, n'ayant pas trouvé d'autre solution, le président Bongo, s'il n'avait pas été affaibli, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Et comme il était affaibli, et que certaines personnes voulaient absolument conserver ce pouvoir, il faut le dire, dans le Haut-Ogooué, on a trouvé un stratagème. Et la personne, Idouane, c'était Oligui. Il est Oligui par sa mère, Nguema par son père, et ça donnait satisfaction au fond, parce que c'est Nguema, ça donnait satisfaction, ça rassurait les Téké, parce qu'il y a un Oligui. Et le tour était joué, mais le cheminement est le même. On a privé l'opposition de prendre le pouvoir, en l'occurrence Ondosa. On a privé de la même manière Jean Ping de prendre le pouvoir. On a prouvé, parce que Ondosa, parce qu'il était France entre griffes, alors que toutes ces élections ne sont pas des élections ethno-linguistiques au Gabon. Ce sont des élections qui sont l'émanation du peuple tout entier. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je me suis séparé des autres, une semaine avant, pour dire je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous n'avez pas de programme, parce que faire partir un homme ne suffit pas, mais ça c'était des débats... Là, vous l'avez déjà dit... des débats, s'il vous plaît, des débats internes. Oui. Ce que je sais, c'est que il n'était pas élu parce qu'il était fond, il était élu parce qu'il avait l'assentiment de... Vous parlez de Brice Colter? Non, je parle d'Ondosa. Oui. Il avait l'assentiment de tous les Gabonais. Et je le reconnais. C'est-à-dire que même chez moi-même, à Moula, il avait gagné l'élection. Donc ça a été la même chose pour Jean Ping et pour les autres. Donc à partir de ce moment, la stratégie a été la conservation du pouvoir et Brice Colter Oligui Nguema n'était là que pour jouer ce rôle-là et prendre le pouvoir. D'ailleurs, son premier discours aura été de dire « je remets les choses dans l'ordre et ensuite je remets le pouvoir aux civils ». Mais depuis lors, ce discours a évolué. On en parlera, Pierre Claver, mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'était celle de savoir, vous, en tant que ministre d'État, vous avez occupé ce poste. Oui, sur les bongos. C'était la deuxième. Est-ce que vous reconnaissez une part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Gabon durant toutes ces décennies et qui a poussé les militaires à réagir? C'est pourquoi je dis que les militaires n'ont pas réagi parce que il y avait la gabegie, ou parce qu'il y avait des vols, parce qu'eux-mêmes, ils auraient été pris au jeu. Ils ont réagi parce qu'ils ont été instrumentalisés par les hommes de pouvoir pour conserver le pouvoir. Je vous dirais que moi, je suis le seul à dire que le président Omar Bongo m'a laissé la liberté de gérer mon ministère. La preuve, le seul recensement de la population accepté par les organisations internationales, c'était celui de 1993, et que je n'étais pas encore au gouvernement, mais quand je suis arrivé,
je n'ai pas été négocié avec le président ou la Cour constitutionnelle. Les résultats étaient ceux qui étaient corrects. Et en tant que ministre d'État, ministre du Plan, j'ai engagé de faire la route Minzik-Oyem, de faire en sorte que le pont qui relie les trois pays, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, soit fait. Le président m'a demandé d'aller quérir l'assentiment des autres chefs d'État. Ça, vous citez tout ce que vous avez réalisé comme exploit, mais vous ne reconnaissez pas avoir participé d'une manière ou d'une autre manière négative au chaos du Gabon qui a poussé ce qu'on a vécu le temps de 2020. Le Gabon, il faut le dire, je ne suis pas là pour défendre un système décrié par tous. Il y a des hommes qui ont voulu construire ce pays, qui avaient la volonté de construire ce pays. Il y a d'autres qui avaient la volonté de se servir. Il ne faut pas faire l'amalgame. Et vous vous situez où? Moi, je me situe, c'est pourquoi j'étais en train de venir, les Gabonais. Vous vous situez dans la construction? Dans la construction, et c'est pour cette raison. N'étant pas satisfait de cette construction, j'ai voulu proposer au peuple gabonais un autre système de gérance du Gabon pour aller au plus près des Gabonais, que ce soit en ville comme au village, la provincialisation. D'accord. Je voulais revenir sur les raisons, à mon avis, de l'arrivée des militaires. Oui. Je crois qu'il faut qu'on soit clair et honnête. Vous savez, le président Ali Bongo tombe à Riyad. Il va s'en suivre un certain nombre d'événements, dont le vice-président était un acteur important parce qu'il était vice-président de la République. Je me souviens que le 7 janvier 2019, un jeune lieutenant, Kelly Ondo, va faire un coup d'État. Ça n'a pas réussi. Mais c'était déjà une prémisse de quelque chose qui annonçait déjà la tornade. Je me souviens, je revenais de l'Éthiopie, j'ai fait une déclaration pour dire aux hommes politiques gabonais, mettons-nous d'accord, donnons à ce message une suite politique. Mais je me souviens aussi que le président Mangam Savo, Madame Mboranso, Isuzengo Gonde, était allé au chevet du chef de l'État. Au retour, ils nous ont dit que Ali Bongo allait bien. Il y a même certains qui nous ont dit qu'il avait toutes ses facultés. Il y a même certains qui nous ont dit qu'il a envoyé la bonne nouvelle au peuple gabonais. Je ne sais pas si c'était vrai, si c'était faux. Mais nous croyons que le message n'était pas totalement vrai. Parce qu'Ali Bongo l'a confirmé en disant « Ça fait 5 ans que je ne suis pas avec vous. » Donc, à partir de ce moment, je crois que l'arrivée des militaires, c'est aussi les turpitudes des hommes politiques gabonais. La politique gabonaise a toujours joué sur les compromis et les compromissions. Monsieur Mangam, ça vient de le dire, on peut être dans l'opposition et devenir ministre d'État. Ça n'a rien à voir avec les compromissions. Non, écoutez, je vais vous le dire. Parce qu'à la limite, ce que le peuple gabonais voit, on peut contester quelqu'un, sa mauvaise gestion, et le lendemain, travailler avec cette personne. C'est ce qu'a fait le Manganga Moussavo tous ces années. C'est ce que vous dites en fait, en filigrane. C'est à peu près là. Écoutez, vous allez répondre. Je vais y aller souvent. C'est à peu près comme ça que les choses ont fonctionné. Donc, on est candidat à une élection, c'est comme si c'était une façon de se positionner dans la majorité. Le bilan, c'est tout ce monde. Mais ce qui était écœurant, c'est que les responsables nous aient dit que Ali Bongo va bien. Parmi ces responsables, donc, pour moi, c'est quelque chose d'impardonnable pour le peuple gabonais. On ne peut pas avoir dit qu'Ali Bongo allait bien pendant que sa situation était très difficile. Je crois que c'est là où la transition aurait pu démarrer. Si j'ai entendu, vous avez reçu un premier ministre ici, il a dit ils ont manqué de courage. Je dis non, ils n'ont pas manqué de courage. Ils ont été dans la compromission. Tout le monde était d'accord. Bon, écoutez, on est d'accord, on donne une version au peuple gabonais, on gère le pays, et puis le peuple reste là-bas. Mais c'est ce qui s'est passé. Parce que quand le peuple se lève, le 30, c'était pas contre seulement Ali, c'était contre toutes ces personnes qui étaient dans la compromission. Et toutes ces personnes dans d'autres pays auraient dû répondre pour haute trahison.
Le pays était trahi. On a menti au peuple gabonais. On a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Monsieur... Sinon, Ali Bongo, il était très bien après qu'il ait eu l'accident, mais il était très mal pendant les élections. Nous tous on a vu Ali Bongo avec difficulté à marcher. Il y a une association qui a fait beaucoup de bruit qui dirige le Gabon. On peut se poser la question qui a dirigé le Gabon. Actuellement, qui est en prison? Sylvia Bongo? Nourodine Bongo? Parce que les gens disent que ce sont eux qui ont dirigé le Gabon. Mais est-ce que ceux qui étaient là ne le savaient pas? S'il vous plaît. Je crois que nous ne sommes pas venus ici pour ressasser le passé. Mais s'il faut le faire... Mais c'est important. Non. S'il faut le faire, moi je ne ferai pas le débat. Monsieur Milama n'est pas un homme politique. Il vient de le prouver. Est-ce que Monsieur Milama, lui, ayant vu le président Bongo assis au Maroc pour nous recevoir, serait parti dire au peuple gabonais, lui en tant que responsable que je regarde dans les yeux, serait-il parti dire au peuple gabonais que le président Ali Bongo va mal? Mais il fallait déclencher le processus. Écoutez d'abord ce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez jamais exercé, vous n'avez jamais occupé de fonctions politiques. En tant que premier responsable, après le président, il me fallait, un, vous assurer, rassurer le peuple gabonais. Deux, quand on déclenche la vacance du pouvoir, ça ne se fait pas avec bruit. C'est le gouvernement, dans sa majorité, ou le Parlement qui déclenche la vacance du pouvoir. Le vice-président de la République est lié par ses fonctions au président de la République. Le président s'en va, le vice-président s'en va. Quand j'ai eu, parce que je suis un homme d'État, à rassurer le peuple gabonais sur la situation qui était là, l'état de santé du président, j'ai ajouté que ce cas qui nous arrive, c'est le cas qui est arrivé en 1967 avec le président Omar Bongo, à l'époque Albert Bernard Bongo, avec le président Léomba. Le président Omar Bongo, vice-président de la République, allait s'enquérir de la santé du président jusqu'à ce qu'on nous déclare que le président n'était plus de ce monde. Parce qu'en politique, il ne peut pas se permettre, lui, là devant moi, de dire qu'il y a eu compromission comme s'il y avait entente, alors que... Non. Alors qu'en réalité, j'étais très bouleversé. Vous savez que c'est dommage, comme ça fait partie de l'histoire et qu'il provoque, le président ne m'a pas reconnu en tant que tel. Et c'est pas moi qui parlais, c'était Mouansou qui parlait. Et seulement, mon devoir d'homme d'État n'était pas de dire que le président ne m'a pas reconnu, n'était pas de dire que le président n'allait pas bien. Il était de rassurer les Gabonais. Et ensuite, ce qui ne sait pas, ce qui ne dit pas, c'est que je suis allé à Franceville à l'occasion des inondations, apporter ma contribution aux populations du Haut-Togoï et celle de Yetsu. Où est le rapport? Non, le rapport, c'est que je suis allé dire aux populations du Haut-Togoï que le président a eu un AVC. J'étais le seul à pouvoir le dire, à pouvoir expliquer que quand on a un AVC, on est en difficulté, mais il faut laisser le temps au temps. Et après, les élections législatives, vous avez vu, lui ne sait pas que le Premier ministre, qui était en droit de déclencher le seul au sein du gouvernement, de déclencher par son gouvernement la vacance du pouvoir, a tenté de le faire, ce qui lui est arrivé, sans que lui, Milama, ne puisse s'expliquer ou s'exprimer pour défendre notre Premier ministre, alors que moi, je n'étais même pas informé. Mais Mangana Moussa, non. Je vous relance, regardez là, parce qu'il va réagir, je vous relance. Oui. Mais ce que dit M. Milama, c'est qu'en 2019, oui, vous étiez vice-président et vous êtes allé auprès du président Ali, après son accident. Ce n'était pas en 2019, c'était
En 2018. 2018. Cet AVC. Merci pour la précision des dates. Nous restons sur le fond. Vous étiez vice-président. Je suis en train de vous expliquer, si vous ne m'interrompiez pas. Je vous relançais, Mme Moussavo, pour qu'on ne perde pas le fond de son analyse où il vous accuse indirectement d'avoir menti au peuple gabonais sur l'état de santé d'Ali Bongo. Justement, c'est parce que il n'a pas la compréhension même d'un homme d'État, d'un homme politique. Dans aucun pays au monde, un vice-président de la République ne va dire à toute la population que le président est à l'article de la mort. Ça ne se dit pas. C'est faire preuve de beaucoup de légèreté qu'il vient de montrer là. Il démontre sa légèreté. Non, je vais pas. Il démontre, je pense que il démontre l'absence de... Non, le Gabonais, c'est autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait... Le Gabonais, tu n'es pas Gabonais, n'importe quel Gabonais. Non, ce que tu es un responsable politique. Non, et en tant que responsable politique, tu aurais été à la place d'Issozen Gondé, Premier ministre, ou à la place de Maganga Moussabou, vice-président de la République. Tu n'aurais jamais... Est-ce que la responsabilité d'un homme politique, c'est de mentir à son... Tu parles de mensonge. Puisque non, la preuve... Ce n'est pas la vérité. Non, la preuve... Issozen Gondé... On a dirigé le pays 5 ans comme ça. Non, Issozen Gondé, ça ne t'a pas... C'est ce qui amène non, les militaires. Écoute, non, c'est faux. Laisse-moi t'expliquer. Issozen Gondé, dans sa façon de faire, c'est un diplomate. Après les élections législatives, voulait déclencher, parce qu'il faut laisser... La procédure de vacances. La procédure de vacances. Il a été évincé. Sans raison du gouvernement. Et moi, on a demandé au président Ali Bongo, dans ces moments de rémission, que je parte également. Il a dit que Maganga Moussavou, je ne vois pas pour quelle raison je dois le faire partir. Celui qui veut me faire partir, c'est Issozen Gondé. Parce que moi, je suis... Donc vous avez préféré garder le calme pour préserver votre place. Non, je n'ai pas besoin de préserver la place. Il était dans ma place, c'était le gouvernement qui devait déclencher la vacance du pouvoir. Ou le gouvernement, ou les deux chambres, les bureaux du Parlement. Issozen Gondé a tenté de le faire, il a été évincé. Il a été évincé sans que moi, Maganga Moussavou, qui assurait l'intérim du président, n'ait été informé du remaniement ministériel. Ça, c'est bien. Ensuite, il a fallu aussi me faire partir. Parce que je devenais un obstacle, l'empêcheur de tourner en rond. Et donc, on a trouvé une solution, celle du Kevazingo. Tout cela, il croit que les combats politiques sont aussi faciles. Ils raisonnent comme un homme de la rue, en pensant... Non, je vous en prie, parce que je ne tolère pas que lui, un homme politique que je considère... Je ne tolère pas ça. Vous ne pouvez pas venir que je raisonne comme un homme de la rue, non. Donc, mais oui, c'est la rue. Non. C'est la rue qui raisonne, c'est la rue qui raisonne de manière à penser. Soyons polis. Un vice-président de la République puisse venir dire à tout un peuple dont il est responsable que le président de la République ne va pas bien. Que j'entende ça ailleurs, oui, mais vis-à-vis d'un homme que je considère, je ne peux pas l'accepter, le tolérer. Mais Maganga Moussavou, et il répond, le côté... Je peux parler. Oui, vous parlez. Voilà. Le côté, c'est à vous que je pose la question, tout en reprécisant quand même que le côté que vous soulignez tout à l'heure, c'est parce que j'ai posé la question à Pierre Claver sur son degré de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et vous souleviez le problème de la vérité sur la... Moi, c'est Pierre Claver Maganga Moussavou, que je respecte, je ne peux jamais insulter parce que je crois qu'on est bien élevé, a dit que les militaires sont arrivés par des jeux de conservation de pouvoir. Voilà, j'ai dit ceci. Je vais vous expliquer. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure. Voilà, je ne partage pas cela. Vous comprenez? Oui. Je dis, les civils ont raté l'occasion d'organiser une transition. Les civils qui sont allés voir le président connaissaient exactement la situation du président de la République. Son état de santé. Ils avaient la possibilité d'organiser une transition civile. Monsieur Maganga Moussavou, c'est un homme courageux. Je le lui reconnais. Il a démissionné du gouvernement. Je crois que s'il voulait gagner la vérité, il aurait démissionné de son poste de vice-président
pour éviter d'être compromis dans le mensonge. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ce que vous lui reprochez, et c'est la responsabilité que vous lui attribuez dans cette partie de la vie du Gabon. Ce que je dis, la légèreté avec laquelle les gens pensent que la vie se fait, c'est sidérant. Je suis vice-président de la République. J'ai à côté de moi le Premier ministre, dont je connais les responsabilités constitutionnelles. Et j'ai encore à côté de moi le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons voir le président, chacun de nous, sans se concerter, c'est dans quel état est le président. Moi, vice-président, c'est d'abord de rassurer le peuple. Il n'est pas facile, en tant que vice-président de la République, de dire à quelqu'un que le peuple a vu à la télévision, en train de parler, même si ça a été arrangé, qu'il ne va pas bien. Les mêmes, parce que lui, c'est un homme de Bongo. Il a toujours été très proche. Très proche. Et voilà que ils auraient pu dire, mais Monsieur Maganga, mais vous êtes quelqu'un de courageux. Ils n'auraient pas dit ça. Ils ont dit, vous êtes un traître. Comment vous trahissez le président qui vous a fait confiance? Et moi, par dose homéopathique, d'expliquer aux populations, à commencer par chez le président, que le président a eu un AVC. C'était courageux d'aller le leur annoncer, alors qu'on parlait de fatigue sévère et autre chose. Et ensuite, je dis, je m'inscris en faux. Je crois que j'ai quelques raisons de penser que la situation du Gabon, dont profitait tout le monde, ne vient pas de la gabegie seulement pour que les militaires réagissent, puisqu'ils étaient bénéficiaires et de la mort du président Omar Bongo, et ensuite de ce qui se créait autour du président. Je dis, si le président n'avait pas été malade, n'avait pas été dans les capacités, parce que malheureusement pour lui, et je lui présente des condoléances même après coup, puisque je ne l'ai pas vu à ce moment-là quand il a perdu son épouse, j'en ai entendu parler, mais il était très proche du pouvoir. Et nous le savons. Et il sait que je sais. D'accord. On va sortir de cet épisode de la responsabilité de Pierre Claver Manganga Moussavo, qui était vice-président, lorsque le président Ali Bongo a son accident, son AVC, voilà, j'y arrive finalement, et vous, quand même, il s'est expliqué en disant que ce sont des responsabilités, des hautes responsabilités politiques, et dans un pays comme le Gabon, il faut prendre quand même des mesures, de la hauteur pour dire un certain nombre de choses. Non, je continue à le dire. En fait, je ne parle pas des responsabilités politiques du président Manganga Moussavo, en tant que ministre d'État, ou bien ce qu'il a eu à faire. Je parle de ce qui s'est passé entre Riyad et le 30 août. Les raisons, parce que j'ai pas voulu accepter simplement que c'est juste parce que... Je vous assure, vous ne finirez par me donner raison. Parce que qui gardait Ali Bongo? Les acteurs politiques avaient la possibilité d'organiser une transition. Monsieur le Premier ministre que vous avez reçu ici a dit qu'ils il a dit qu'ils ont manqué de courage. Bon, moi je crois que Julien Kogé-Bekale n'a pas seulement manqué de courage, il a fait partie de ceux qui ont organisé le complot pour faire partie... Nous n'allons pas parler de Julien, il n'est pas ici, du Premier ministre Julien Kogé-Bekale. Il n'est pas ici pour se défendre. Non, c'est pas pour se défendre. Hein. Je crois qu'on parle de ce que les gens lui ont dit. On n'attaque pas. On l'attaque pas. S'il n'avait pas dit ça, on n'aurait jamais répondu. Bon, il l'a dit. C'est juste dire que les acteurs politiques, ce n'était pas simplement un manque de courage, peut-être de responsabilité, mais en réalité, il y a eu beaucoup de compromissions. Certains ont profité de la situation pour s'organiser autrement. Vous ne vous êtes pas posé, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on a évincé Issoza Ngombe, pourquoi on a fait partir Maganga. Vous ne vous êtes pas posé cette question, mais c'est parce que vous vouliez cette stratégie. Les querelles du pouvoir, l'accaparement du pouvoir,
par certains a donné lieu à faire exclure les autres. Et donc, moi, je n'ai pas, je vous assure que, ayant prêté serment et conservant certains secrets d'État, je ne vais pas le dire ici. Mais je vous assure... On a bien compris que vous avez subi beaucoup de pression. Non, je n'ai pas subi de pression. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut subir des pressions. D'accord. Je dis tout simplement que j'ai fait mon devoir pour rassurer, et il revenait à d'autres institutions de déclencher la vacance du pouvoir si tant est. Et je vais lui poser la question. Pourquoi les militaires n'ont pas jusqu'à présent sorti un militaire qui a voulu faire un coup d'État avant eux? Vous savez pourquoi? La question que vous lui posez, Claire Carmel, la question que vous lui posez, c'est lui qui a soulevé. Elle fait l'objet de notre, partie intégrale de notre débat de soir. Il est toujours dans les jaunes. C'est parce que ce coup d'État était réel, était franc, alors que le leur, c'est un coup d'État pour conserver le pouvoir. On entre de plein pied sur la thématique du jour. Nous sommes à un jour, messieurs, de la date d'anniversaire. D'ailleurs, une grande parade est prévue à cet effet. Je vais commencer par là. Monsieur Milama, vous comprenez qu'il y ait une célébration le 17 août pour la fête de l'indépendance et qu'il y ait une autre, une parade militaire le 30 août. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique gabonais, vous n'avez pas de problème avec ça? Vous savez, le 30 août pour les Gabonais représente quelque chose. Monsieur le vice-président vous l'a dit, nous avons eu plusieurs élections dans ce pays. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont gagné des élections. Aucun n'a jamais exercé le pouvoir. Je crois que le peuple gabonais était débité. Vous avez suivi le 30 août la liesse populaire. Je ne fais pas, je donne pas un blanc-seing aux militaires. Bien sûr. Mais les Gabonais s'étaient sentis libérés. Ils sont sortis dans la rue, partout dans le Gabon. Ils ont dit enfin. Moi, je suis né, le président Bongo était au pouvoir. Toute mon existence, ce sont les Bongo qui ont dirigé le pays. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de Gabonais, on s'est battu, chacun à son niveau, pour la démocratisation de ce pays, pour développer ce pays. Je vous ai dit qu'on a travaillé en 2011 ensemble, dans le cadre de rendre notre système électoral plus performant. Donc beaucoup de Gabonais ont travaillé. Et pour cette date, pour plusieurs Gabonais, ça représentait déjà l'espérance d'un autre Gabon. L'espérance, enfin, de pouvoir voir le pays... Regarder autrement. Le pays être doté des institutions démocratiques qui permettront des alternances pacifiques au pouvoir. Je me souviens, mon grand frère Mbobam, il disait de la Cour constitutionnelle, c'est la tour de Pise, que ça va toujours des mêmes côtés. Donc, c'est un moment important pour le peuple gabonais. Je crois que c'est encore plus de pression pour ceux qui dirigent le Gabon actuellement. Et moi, je l'avais dit, ma première sortie le 16 mars, après l'arrivée des militaires au pouvoir, j'ai demandé aux militaires, rendez une copie propre au peuple. On parlera justement de cette copie, si elle a été propre jusqu'au bout. Manganga Moussavo, demain, c'est un très grand jour pour le peuple gabonais. Ce 30 août qui marque le jour de la libération, c'est déjà dans l'histoire, c'est déjà dans les calendriers actés pour les nouvelles générations. Vous aussi, je n'ai pas envie de vous demander où serez-vous demain, mais j'imagine la joie qui vous anime également de vivre ce premier anniversaire du coup de libération. Aucune joie ne m'anime, parce que moi, contrairement à mon petit frère, j'ai beaucoup de discernement. J'ai applaudi l'arrivée des militaires, c'est-à-dire comme tout le monde, une réaction passionnée de changement de nom de président à la tête de l'État. Mais le système est resté le même. Dans ma vie, quand j'étais jeune, quand on enlevait une chic, si vous la percez, vous croyez avoir résolu le problème, mais vous êtes devant des problèmes. Tant que vous n'enlevez pas la peau. Les oligarques
sont les maîtres du système. Ce sont ceux qui garantissent le fonctionnement de ce système. Les choses n'ont pas changé. La preuve, c'est un coup de libération pour lui-même, mais pas pour le peuple. Oh. Dont les choses, dont la vie n'a pas changé. Pierre Clavesson, vous n'êtes pas très dur avec... Je vous laisse parler. Vous avez la liberté de parler sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Personne ne va essayer de vous censurer sur ce plateau. Si vous ne me laissez pas parler, les gens ne comprendront pas parce que moi, je ne suis pas haineux. Moi, je vous relance dans ce que vous dites en vous posant la question de savoir est-ce que vous n'êtes pas très dur avec votre diagnostic sur M. Oligui. Non, je ne suis pas dur. Ce qui me rend dur, c'est quand je m'aperçois que le peuple est roulé dans la farine. Un jour, mon oncle, c'est une histoire que je raconte, est envoyé à la prison centrale de Libreville par un dictateur. Je vais lui rendre visite et mon oncle, au moment où j'arrive, arrive son geôlier qui l'a fait mourir de faim pendant plus de 3 ou 4 jours. Je dis à mon oncle de ne pas prendre le bol de riz au lait, peut-être que c'est empoisonné. Mais mon oncle me foudroie du regard en me disant, c'est moi qui suis en train de l'emmener à la mort parce qu'il a faim. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le peuple gabonais est dans cette situation où il est affamé, il n'a point d'oreille. Et même, je veux encore vous dire, même quand vous accrochez, vous êtes en train de vous noyer, vous accrochez un serpent, si quelqu'un, Bilama, mon petit frère, dit, écoutez, Pierre Claver, n'attrape pas, c'est un serpent, je vais essayer de m'accrocher à ce que je crois être une liane pour m'en débarrasser alors que c'est un serpent. Je dis tout simplement que si j'ai applaudi à 9 h du matin, le 30 août 2023, le 30 août 2023, le 30 août 2024, c'est parce que je pensais qu'il tiendrait parole de restituer le pouvoir aux civils. Et moi, je voulais que vous chutiez, je vous reviens, si vous aviez applaudi le 30 août 2023, oui, demain, à 9 h, 30 août 2024, vous feriez quoi? Mais moi, je serai chez moi. Vous allez croiser les bras. Écoutez, moi, je ne suis pas de ceux qui sont haineux. Sachez que, dès que j'ai fréquenté le général, je n'ai pas voulu participer à une quelconque institution, à la gestion d'une quelconque institution. Est-ce que celle-là vous a été proposée? Je n'ai pas voulu participer, c'est suffisant, mais j'ai dit au président de me donner un document pour que j'aille chercher des fonds pour le financement de la politique qu'il allait mener pendant la transition. Et cela vous a été octroyé? Ça a été donné et j'ai ramené au président Guinvor qui a pu réussir à acheter à Salah avec plus d'1 milliard d'euros. Donc, c'est vous dire que je ne suis pas de ceux qui sont haineux ou qui ne veulent pas, parce que s'il échoue sur le plan économique, c'est nous tous qui échouons. D'accord. Vous, moi, vous avez déjà participé sur quelque chose dans cette transition. Oui, allez-y. Je voulais dire quelque chose. Contrairement à ce que le président pense, je crois que j'ai beaucoup de discernement. Je pense que le peuple gabonais a beaucoup de discernement. Le peuple gabonais n'est pas un peuple dupe. Et contrairement, moi je crois que si le peuple était roulé dans la farine, ce n'est pas aujourd'hui, c'est après l'accident de M. Dorian. Là, vous revenez dessus. Je reviens. Écoutez, là le peuple était roulé dans la farine. Pour le moment, moi je ne peux pas dire aujourd'hui que la transition soit une réussite. Ils ont 1 an. Ils se sont fixés des objectifs. Dans le premier, sur le dialogue a déjà été... Dans ces objectifs, je peux parler? Non, allez-y, c'est vous qui avez la parole. Pour moi, je ferai une évaluation scientifique de ceux qui sont en train de faire sans émotion. À la fin de la transition? Non, on peut commencer à le faire maintenant. Moi, je vois sur 3 axes où on peut évaluer ce qu'ils ont eu à faire. L'axe 1, c'est ce que j'appelle dénouer les liens de servitude. Vous savez, les Gabonais étaient totalement bloqués. Ce qui s'est passé pendant la période des élections
il était candidat, moi je n'étais pas candidat, mais je suivais. Après la concertation qui a vu le PDG avec la complicité de certains leaders de l'opposition, nous étions en Ngondje en 2017, quand il est devenu vice-président. On avait revu la Constitution, on avait obtenu l'élection à deux tours. C'était quelque chose de très important. On avait obtenu le CGE. C'était quelque chose de très important. Nous avons travaillé ensemble avec le président Mangam Sao. Je reconnais les qualités des autres. Quand on arrive en 2023, je crois qu'au mois de février, on a eu une concertation de la honte, je peux dire comme ça. Et on a écarté. Nous avons vu les politiciens gabonais. C'est pour ça que je dis les militaires sont arrivés à cause de la turpitude et des compromissions des acteurs politiques. Que ce soit ceux de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensemble, l'opposition-majorité, ils se sont réunis pour faire rétrograder la Constitution. L'élection à deux tours, on a ramené ça à un tour. On nous a entraînés dans un système... La majorité relative. On nous a entraînés dans un système où personne ne comprenait plus rien. Le député et le président devaient être sur le même bulletin de vote. Je crois que ceux qui ont fait la campagne comme lui ont sûrement eu des difficultés à faire cette campagne-là. C'est toute cette cacophonie des acteurs politiques qui a fait que tout le monde allait voter Albert Ndossa pour dire on n'en veut plus. Donc je pense que personne ne peut duper ce peuple. Le peuple gabonais, même quand vous essayez de faire des faits, je vais y arriver. Oui, non. Ce que je veux t'aider en disant que c'est à ce moment-là que s'il y avait une armée responsable, qu'elle aurait dû intervenir à ce moment-là pour dire nous ne voulons pas d'une telle constitution. Moi je suis en train de dire que quand on est arrivé là, nous sommes arrivés à une descente vraiment aux enfers. Le Gabon était devenu la risée du monde entier. Comment on allait organiser cette élection? Moi j'étais chez moi à Bitam. J'ai fait campagne. Mais comment on vote? Les députés étaient obligés de se sacrifier parce qu'on était un candidat indépendant, il n'avait pas de parti. Donc les gens ne votaient que. Ndossa ne votait plus des députés. Donc moi quand je vois le 30, c'était ça la question. Je suis soulagé en tant que Gabonais pour dire la courbe vient d'être arrêtée. Et que désormais, parce que nous tous on a toujours voulu de cette transition, désormais nous pourrons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Actuellement nous avons cette opportunité. On peut évaluer ce que les militaires sont en train de faire. Je n'ai pas dit que ce qu'ils font est bien ou ce qu'ils font est mal. Mais nous pouvons, avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, reconnaître et surtout beaucoup d'honnêteté, analyser les différents axes dans lesquels ils travaillent. D'accord. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, je dis, l'axe 1, c'est rompre les liens de servitude. Cela a été fait. Ça a été fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moralement, même le président Mangam dit, à 9h, il applaudit. La suite, on a vu une certaine libération des esprits. Il faut non, c'est pour l'aider. Les liens de servitude avec qui? Les liens de servitude avec tout le système qui empêchait. Parce que quand les militaires arrivent, ce qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire à chaque élection, paf, on a dit Ali Bongo a gagné, même si en 2016 on sait comment ça s'est passé. La vie reprend. Après, il y a quelques personnes qu'on va tuer, on les enterre, et puis après, on fait un gouvernement d'union nationale, certains candidats rentrent au gouvernement et tout, et après on continue. Les militaires sont arrivés. Pour moi, ce jour-là, les liens de servitude vis-à-vis de ceux qui empêchaient toute alternance ont été brisés. Maintenant, on nous donne l'opportunité de bâtir quelque chose de neuf. Je reste le bénéfice du doute. Je dis, on va voir ce que les militaires vont faire. Ils vont mettre en place un chronogramme. Ils disent, ils vont organiser les élections pour restituer le pouvoir aux civils. On n'est pas encore arrivé là. On peut leur donner des intentions. Mais pour le moment, je crois que dans le chronogramme qu'ils nous ont d'abord présenté, dialogue, après dialogue, une constitution, référendum, nous sommes dans cette partie
de leur déroulé. De leur déroulé. Mangaga Moussavo, vous, après pratiquement 6 mois, vous êtes monté au créneau, vous avez commencé à taper sur le CTRI et son leader. Vous avez d'ailleurs dit sur ce plateau que le peuple a été berné. Est-ce que ce n'est pas trop tôt, trop dur pour à peine 1 an où les militaires prennent le pouvoir, ils observent l'évolution du pays, ils prennent connaissance d'un certain nombre de dossiers. Vous avez dit d'ailleurs vous-même sur ce plateau que vous avez été mis à contribution pour gérer un dossier sensible sur le plan économique. Est-ce que ce n'est pas là aussi une volonté de ce régime d'Oligui de s'entourer de toutes les expertises, de toutes les forces vives pour que ce Gabon qui va vers un nouveau modèle aille avec les bons pions et avec un bon départ? Bien. Je l'ai écouté parler. Il a dit il faut juger sur 3 axes. Il a employé une expression qui a fait tilt. Je pensais qu'il allait dire que le Gabon s'est libéré de certaines contraintes. Je sais que le 15 juillet 1960, le Premier ministre français, Michel Debré, va écrire au Premier ministre Léomba, en ces termes, je cite, « On vous accorde l'indépendance à condition de respecter les accords de coopération. » L'un ne va pas sans l'autre. A-t-on, nous sommes-nous attaqués aux accords de coopération pour dire qu'on a levé quelques situations qui auraient pu être gênantes pour la souveraineté du Gabon? La réponse est non. On attend toujours. Ensuite, quand moi je dis que le coup d'État du jeune lieutenant était un coup d'État né d'une volonté de changer les choses, mais le coup d'État, aujourd'hui, va dans le sens de priver, comme le président Omar Bongo l'a fait à plusieurs reprises, comme le président Ali Bongo l'a fait à plusieurs reprises, les militaires ont aussi empêché, d'une manière ou d'une autre, c'est le constat, que le pouvoir parte du système tel qu'il est aujourd'hui à un autre système pour la régénérescence, n'est-ce pas, de la vie politique. Mais comment pouvez-vous juger ça alors qu'ils ne sont même pas au bout du processus? Non, je dis, si on voulait que les choses changent, la transition n'aurait pas duré autant de temps. Ça fait 1 an. Non, écoutez, n'aurait pas duré autant de temps et on aurait recommencé les élections au bout de 3 mois pour nous assurer que vraiment un système cède le pas à un autre. Je me tue à vous expliquer, pour l'expérience que j'ai, que rien n'a changé. 3 ans. 1 an. Oui. Que rien n'a changé et que rien ne peut changer. Je veux encore vous dire une chose. Vous savez, dans les académies militaires, lui le sait, c'est un intellectuel. Quand il y a un coup d'État, celui qui est porté par les autres comme étant le maître de la situation, couvre une situation, il est obligé de faire attention. Mais qu'a-t-on vu? Le premier jour, ce qui m'a choqué, c'est que il y avait la famille qui était là. Or, la famille du président qui fait un coup d'État, c'est la famille militaire avant tout. On dissimule même ses propres enfants parce que nous sommes dans une situation délicate et dangereuse. On a vu que le président s'est libéré de certaines entraves. Il a fait modifier la loi et il a pu épouser une deuxième femme. Laissez-moi maintenant, laissez-moi dire que ça l'a libéré. Mais le peuple en lui-même, en quoi il a pu, qu'on constate, lui il est là, que la libération a été faite. Les travaux qu'on voit aujourd'hui, moi je crois que c'est lui qui aurait pu plaider pour Ali Bongo, parce que je le savais très proche de lui, et je dis, il n'a peut-être pas bien fait les choses, mais tout ce que nous vivons là, que nous voyons, qui est en train de se faire, c'est quand même, il faut
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça vient du travail qui a été fait. Mais ils n'ont fait que prolonger, c'est normal, l'administration. Je vous reviens, mais je dis quand même, Pierre Manganga Moussa vous dire, 3 mois, une transition, est-ce que, quand même, ça fait à peine un an que les militaires sont là, et qu'ils ont tracé un calendrier, ils ont dit qu'ils organiseraient. Je veux lui... Moi, je parle avec les faits. Il a parlé d'un chronogramme. Permettez-moi une minute de répondre, parce que je réponds à ces... Il a parlé de chronogramme. Mais, mon ami, le chronogramme n'est même pas respecté. On a parlé du dialogue. Après le dialogue, on a parlé de la constituante. Après la constituante, on a parlé du vote du référendum et ensuite de la loi électorale et après des inscriptions sur les listes électorales. Où est la constituante? Je suis en train de dire... Moi, je ne défends pas le CTRI. Non, je ne vous ai pas dit que vous défendez le CTRI. Je vous posais la question. Non, je suis en train de dire... Oui, vous répondez, mais je vous pose la question par rapport à ce qu'il a dit. 1 an. Hier, on a vu 5 ans. Oui. On a vu... Non, je n'ai pas dit qu'il faut comparer, mais je dis quand même... Moi, je reviens là-dessus. Je dis, les militaires nous ont dit 2 ans. Oui. Nous les attendons. Ils nous ont dit, ils vont organiser un dialogue. Ils vont revoir la constitution. Ils vont revoir la loi électorale. Nous irons au référendum. Et on va préparer la prochaine élection présidentielle. Donc, pour moi, je veux bien les juger dans ce qu'ils ont décidé devant tout le monde, c'est-à-dire un chronogramme de 2 ans. Ils sont mis par coup de leur programme. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait 12 mois. Je crois que... Ils ont organisé le dialogue. Ils ont organisé le dialogue. Nous attendons. La constitution ne saurait... La constitution qui n'est pas encore là, même s'il y a certains qui commencent qui disent qu'elle ne saurait tarder. Oui, déjà moi je vais intervenir là-dessus pour dire, je voudrais qu'elle soit une constitution la plus inclusive possible. Que le président continue à discuter avec tout le monde, parce que la constitution ne veut pas être une constitution du CTRI ou une constitution des gens qui vont voter pour oui, les autres vont voter. Parce que la constitution doit nous permettre de vivre. Parce que la première libération, à mon avis, c'est la constitution. Et si elle n'est pas faite de manière inclusive... Et c'est pour ça que j'ai demandé au président de s'ouvrir encore aux autres forces pour qu'elle soit faite de façon inclusive. On attendra de voir. On attendra de voir ce qu'elle constitue pour organiser... Laissez-les, c'est bien ce qu'ils disent. Lors de l'élection référendaire, M. Manganga Moussavou et moi, et M. Oligui et les autres, on soit du même camp. C'est-à-dire, nous disons, on accepte cette constitution parce que c'est les États-Unis. Plus de 200 ans. Donc on veut une constitution qui dure dans le temps, pas celle qu'on va remplacer dans 3 mois pour dire bon qu'on enlève encore, on enlève encore, on enlève encore. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu intervenu pour dire au président, je vois les gens qui disent bon on fait la tournée du non, on fait la tournée du oui. J'ai dit non, on n'est pas à ce niveau puisque nous ne savons même pas qu'est-ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, monsieur, nous y reviendrons certainement lorsqu'on aura le contenu. Voilà. Je souhaite qu'on ne débatte pas sur ce donc qui n'a pas encore été... C'est important. C'est dans le débat. Nous ne l'avons pas encore. Non, c'est important. Parce qu'actuellement, ça devient une actualité politique. Vous avez vu des tournées des parlementaires. Il y a des gens, des associations qui disent au quartier, votez oui, les autres disent, votez non. On parle du chronogramme. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc moi, je veux bien juger. Les militaires ont créé l'espérance. L'espérance d'une démocratie. L'espérance des élections démocratiques. L'espérance de transmettre le pouvoir à la personne qui sortira vainqueur d'une élection. On attend. On attend. Voilà. On attend que la Constitution soit dévoilée. Manganga Moussavou, Dieudonné, nous, évidemment, cela nous permettra, peut-être par la grâce, de vous faire revenir sur ce plateau pour en débattre peut-être avec d'autres acteurs. Je souhaite, messieurs, qu'on prenne une transition et après la transition, on revient parler ici du chronogramme des militaires. Je souhaite qu'on insiste là-dessus. On parlera aussi de la position du président de la transition lui-même, si vous n'y voyez pas d'inconvénient en tant que Gabonais, que s'il voulait, il peut postuler aussi à la magistrature suprême. Quel est votre regard là-dessus? Et on parlera également de tous ces chantiers repris, on va le dire ainsi, par le CTRI. C'est que vous en pensez? Pas repris, poursuivi. Poursuivi, je vais emprunter votre terme, vous êtes mon invité. Poursuivi par le CTRI. Tout ceci après une petite transition.
De retour sur ce plateau d'Afrique Direct, c'est le débat spécial 30 août, jour de libération par le CTRI au Gabon. Nous sommes à Libreville. Si vous nous prenez un instant, c'est une édition spéciale d'Afrique Direct sur Média Afrique News, le média panafricain. Nous avons convié à la table des débats ce soir deux hommes politiques gabonais, pas des moindres, ceux qui ont pignon sur rue. Pierre Claver Manganga Moussavo, qui est le président du Parti social-démocrate. Et puis, nous avons Dieudonné Milama Mitogo, il est le président Ensemble pour la République, avec on a déjà passé un peu plus d'une heure, où on parlait de la genèse, pratiquement l'exégèse même, qui nous a permis d'arriver au plan de transition avec le CTRI. Puisqu'on parle de transition, nous y sommes finalement dans le cadre de cette édition spéciale. Messieurs, le CTRI est là, ça fait un an, on parlait avant que la pause. Pierre Claver, un an, il y a eu un dialogue, et sur le plan de ce dialogue, vous vous êtes encore prononcé dessus, vous avez énuméré un certain nombre de choses, vous avez estimé que le dialogue n'était pas assez inclusif. Pourtant, le CTRI a convié toutes les forces vives à ces assises nationales pour essayer de regarder ensemble vers une même direction. Je ne sais pas s'il a été convié. Non, j'étais pas au dialogue. Bon, il n'était pas au dialogue, moi non plus. Acteur majeur, avez-vous dit? Quand vous voulez trouver des solutions dans un village, vous rassemblez tout le monde, vous prenez les plus expérimentés, ceux qui ont la connaissance et qui ont l'expérience. Quand vous les écartez, pour aller à Paris choisir des gens qui n'ont même pas jamais pensé politique, vous les amenez ici pour venir dire oui à telle ou telle disposition, non. Le dialogue, il n'a pas été inclusif, il a été exclusif. Il a été préparé par les militaires pour répondre aux préoccupations d'un seul homme, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui. Est-ce parce que vous n'y étiez pas, vous, personnellement? Non, parce qu'il m'a fait l'honneur de me recevoir avec d'autres et j'ai eu à lui dire de vive voix ce que je reprochais à ce dialogue. J'ai participé, il faut le savoir, hein, que c'est ça un peu mon problème, la durée. J'ai participé à la conférence nationale, on a voulu exclure des jeunes, je me suis opposé à ceux qui voulaient exclure les jeunes. Et aux accords de Paris, on a expurgé tout ce qui excluait les Gabonais. Vous savez, il ne faut pas que nous soyons dans l'arriération. Laissons le peuple libre choisir ses dirigeants. Un jeune, on l'a vu, je crois que il était aux accords d'Akanda, on a dit, c'est fini. Un jeune qui a le droit de vote à 18 ans, a le droit d'être candidat à toutes les élections à 18 ans. Si le peuple gabonais estime que ce jeune homme-là, à qui a 18 ans, peut diriger le pays, laissons, c'est le peuple souverain. Si on estime qu'un vieillard qui a 100 ans peut diriger le pays, laissez-le. Et j'ai proposé cela et j'ai été suivi par toute la classe politique. En 2017, peu de temps après, on revient là-dessus. Et vous savez, moi ça me heurte. Je suis matrilinéaire, lui il est patrilinéaire, mais quelle que soit la situation, l'enfant vit dans sa patrie-localité et règne dans sa patrie-localité. Voilà qu'on exclut dans nos traditions quelqu'un qui est de père gabonais, parce qu'il n'a pas sa mère gabonaise, ne peut pas être président. Ça, c'est à l'encontre de nos traditions. Et alors que dans ma tradition, l'enfant là où il vit, c'est chez son père. Mais les participants au dialogue, je fais quand même une parenthèse là-dessus, oui. Les participants au dialogue ont expliqué que ce sont les événements passés qui ont poussé ceux qui étaient au dialogue à avoir ces débats. Il ne faut pas confondre la passion. Vous savez, si Manganga Moussavo agit mal, ne faisons pas l'amalgame en disant c'est Manganga Moussavo et Milama qui sont tous deux fautifs parce que nous nous retrouvons sur un plateau. Non. Il faut dire que tel s'est mal comporté pour telle ou telle raison. La façon de gérer un État, de s'approprier ce qui appartient à tous, ça, que vous soyez de père ou de mère, si c'est ça votre intention de vous accaparer les biens de tous, c'est pas ce qui fera en sorte que vous ne le fassiez pas. Donc, c'est des institutions qui doivent être solides
avec tout ce qui peut faire en sorte que lorsque vous déviez de la trajectoire, c'est pourquoi j'ai applaudi les militaires qu'ils viennent pour redresser certaines situations, mais pas pour s'incruster. Donc, moi je pense que la situation qui prévaut est une situation où nous devons faire extrêmement attention. On dit coup de libération, mais moi je dis non, c'est un coup qui a permis de concentrer le pouvoir dans les mains, surtout avec la Constitution qui est en vue, avec le dialogue, de consacrer le pouvoir pour un seul homme. Dans la charte même de la transition, est-ce que mon ami Milama ne s'est pas offusqué de voir que seul celui qui a fait le coup d'État est libre de se présenter et que tous les autres militaires n'ont pas ce droit et que le Premier ministre n'ait pas le droit de le faire, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et tous les autres membres des bureaux n'ont pas à le faire, seul celui qui a fait le coup d'État et qui est responsable de ce coup d'État. Je dis, c'est indécent. Il faut avoir le courage de dire, laissons la liberté, monsieur le président, vous voulez être candidat, qu'à cela ne tienne. Laissez la liberté à tous les autres de se présenter parce que nous voulons construire quelque chose de solide. Nous ne voulons pas que vous soyez élus par défaut et aussitôt après, on cherchera à défaire ce que vous avez fait. Monsieur Milama, sur cette question, le CTRI d'ailleurs, on attend toujours ce que proposera la Constitution. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on s'attarde dessus, parce qu'on ne va pas lire lettre de l'enveloppe, même si les quelques résolutions présentées par les commissaires au dialogue national peuvent laisser présager un certain nombre de choses, notamment la question de l'identité, la question de la double nationalité, la question d'être enraciné comme Gabonais de père et de mère. Ces questions ont été soulevées et ont fait l'objet de beaucoup de débats. Je ne voudrais peut-être pas fondamentalement revenir là-dessus, mais je dis aujourd'hui, le dialogue a été organisé. Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, beaucoup le disent, d'ailleurs, beaucoup font campagne sur ces détails-là. Il peut, s'il le souhaite, se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Je tenais d'abord à dire que j'ai donné une position par rapport en demandant au président de la République de travailler, parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la Constitution. Je ne sais pas ce qu'il va retenir. Le dialogue, un ensemble de propositions, recommandations, donc ce n'est pas souverain. Ça veut dire qu'il a encore le temps, il a fait la tournée du Gabon, je crois qu'il a reçu le notable, il a reçu tout le monde, et les gens ont dû lui dire des choses. Bien sûr. Et il entend, il comprend. Pour moi, j'ai dit ceci tout dernièrement, il nous faut une constitution la plus consensuelle possible, qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est ça ma position. Donc je crois qu'il a le temps de le faire. Parce qu'il est important, je vous le dis, je voudrais bien que le président Manga et moi, et le président Oligui et les autres, on fasse campagne pour une même constitution. Donc c'est très important la question de cette constitution. La réussite de la transition, c'est la Constitution. 1. Et c'est les élections libres, démocratiques et transparentes. 2. Avec une loi électorale qui n'est pas l'amalgame de ce qu'on a vu tout dernièrement. Le reste des choses, c'est ça accompagne. Parce que la restauration des institutions ne peut pas se faire sans une constitution qui soit consensuelle. Qui soit consensuelle, que tous les Gabonais acceptent. Et je sais que le président aujourd'hui entend et qu'il continue à travailler sur cette constitution-là. J'ai entendu même ceux qui ont fait la tournée du oui dire qu'on travaille encore pour les comptes au pouvoir et autres. Donc ça veut dire que la copie n'est pas encore prête. C'est ça. C'est ce qui explique qu'il s'appelle tout ce temps. Donc c'est ouvert, c'est ouvert. On n'a pas besoin d'une constitution qu'on va démonter dès le départ du président de la transition. On a besoin d'une constitution enfin que nous acceptons tous. C'est ça vraiment ce que nous souhaitons. Ça veut dire que pour la question que je vous ai posée, sur l'éventualité qui se dessine de plus en plus, on voit des personnes, elles sont libres d'ailleurs, qui se déclarent, des Gabonais, qui se déclarent en faveur d'une potentielle, d'une possible, d'une éventuelle candidature du président de la transition. De facto, je le dis clairement, il y a d'abord la transition à gérer.
il faut la réussir. Nous avons déjà eu plusieurs élections qui se sont mal passées et qui n'ont rien apporté au peuple gabonais. La transition actuelle, pour moi, c'est un moment historique. L'échec de cette transition sera, pour le peuple gabonais, une plaie inguérissable. Donc pour vous, il n'y a pas lieu de se précipiter pour l'élection, il faut continuer. Je pense que le président doit se concentrer pour terminer le mandat de la transition. Les consultations. Maintenant, ceux qui veulent que le président se présente, les Gabonais ont coutume, bientôt on va demander à tout le monde de se présenter, parfois pour avoir un peu d'argent, pour se donner une place au soleil. Vous remarquerez que ceux qui disent au président le guide de se présenter aujourd'hui, le disaient Ali Bongo hier. Donc c'est une tradition gabonaise. Et je sais qu'il est lucide, il le sait, il le comprend, que c'est beaucoup plus ce qu'on appelle les Kounabélis, les Atalakistes, ou bien je ne sais pas comment on les appelle ici dans ce pays-là. Et il a une mission importante pour le pays. Doter ce pays des institutions fortes. Et c'est ce que l'histoire retiendra de lui. Maintenant, s'il arrive qu'il se présente aux élections, les Gabonais vont juger. S'ils trouvent qu'il peut continuer, s'ils trouvent qu'il peut apporter l'espérance, s'ils trouvent qu'il a un programme qui sied aux Gabonais, ça c'est une autre Gabonais de juger le moment venu ici. De manche. Voilà. Mais je continue à le dire, je l'ai conseillé au président. Il faut que la travailler sur la transition. Il faut continuer à consulter pour qu'on ait une très bonne constitution. Pierre Claver, votre position tout à l'heure, vous parliez, vous êtes de ceux qui pensent que la transition a même déjà beaucoup trop duré. Vous aurez aimé qu'après 3 mois, Oligui organise les élections. Mais la question qui vient toute seule, sur la base de quoi aurait-il organisé les élections alors qu'on a dissous toutes les institutions, y compris la Constitution? Non. Il y a plusieurs options. Vous pouvez faire un coup d'État parce que vous vous élevez contre les résultats et vous demandez le recomptage des voix pour savoir qui a véritablement gagné. C'est une option. Vous pouvez vous dire, personne n'a gagné, je ne vais pas me faire de problème, je vais réorganiser une élection pour que moi-même, je puisse dire et m'assurer de qui a gagné et le peuple sera ainsi satisfait. C'est aussi une deuxième option. Comme vous pouvez dire que je vais rester, parce qu'il faut du temps, prétextant qu'il faut du temps, rester le plus longtemps possible, et puis écrire dans une charte, bon, ceux qui ont travaillé à construire cette transition ne seront pas candidats, mais y compris vous-même. Ne vous excluez pas. Tout cela, c'est la qualité même, c'est ce qui fait que demain, on puisse dire, voilà quelqu'un qui est droit, sur qui on peut compter, parce qu'il est jeune et parce qu'il peut représenter. Est-ce que c'est ce qui explique, vous particulièrement, que vous n'aurez pas accepté participer à cette transition avec votre expérience, votre longue carrière dans la politique et dans les affaires de la République, parce que vous aviez peur d'être fiché, d'être exclu? Non, c'est pas ça. Parce que j'estime que je peux apporter, comme je l'ai fait, sans être dans un gouvernement. Vous savez, le problème de l'Afrique, et le problème surtout du Gabon, c'est que les anciennes prospérités, ceux qui ont de l'expérience ne sont pas suffisamment utilisés. Par exemple, quand vous avez des problèmes avec le Fonds monétaire international, tous ceux qui ont été au Fonds monétaire international peuvent être mis en avant pour plaider la situation du Gabon. Quand vous allez à l'extérieur aussi. Donc, d'autres pays le font. Et j'ai pensé, moi, que je peux apporter ma contribution à la transition sans y être, sans exercer une quelconque fonction et apporter le meilleur de moi-même. Il m'a donné un document pour que je puisse travailler. Les résultats étaient là. Mais tout le monde a pris peur en se disant, Monsieur le Président, faites attention. Bon, j'ai lâché. Je lui ai proposé qu'on construise les universités. J'ai apporté les plans. Il a accepté parce que c'est quelqu'un de très volontaire. C'est en cela que j'ai applaudi. Mais quand les gens ne veulent pas suivre, quand le ministre de l'enseignement supérieur s'emmène pour dire c'est moi le ministre, je lui pose la question, c'est dans le budget? Non, c'est pas dans le budget. Ça veut dire que c'est une idée qui vient d'ailleurs, les financements viennent d'ailleurs, et on peut trouver des gens qui peuvent nous financer des universités pour que nos enfants n'aillent pas souffrir le calvaire comme ils souffrent. Qu'en avez-vous pensé d'ailleurs de la tournée organisée par ce qu'on est en train de sortir, par Brice Clotaire Oligui Nguema, cette tournée nationale
pour s'imprégner des réalités de tout le pays, parce qu'à l'époque, il était dans son costume ou son treillis de militaire. Aujourd'hui, il est président de la République. Votre appréciation par rapport à cette question? Il ne faut rien confondre. Il doit travailler à réussir la transition. On ne lui demande pas d'être le chef de l'État pour résoudre tous les problèmes des Gabonais. On lui demande de respecter ce qu'il a promis, c'est-à-dire restaurer les institutions et faire en sorte qu'il fasse un minimum pour que les Gabonais puissent espérer demain vivre mieux qu'aujourd'hui. Malgré toutes les critiques que Pierre Claver a pu adresser à Brice Clotaire Oligui Nguema, ça n'a pas empêché le chef de l'État de lui confier des dossiers pour le bien-être. Mais c'était avant. Bon, on va dire quand même parce que s'il prenait de la hauteur, il m'aurait invité à la signature de la convention avec Genvar. Nous retenons tout de même, Pierre Claver Mangara Moussavo, que le président Brice Clotaire vous a confié un dossier très important pour le Gabon. Vous l'avez traité, c'est tout à votre honneur également. Moi, la question que je voulais poser, Brice Clotaire aujourd'hui, beaucoup le disent, a montré qu'il était très ouvert au dialogue, réceptif aussi également aux problèmes des Gabonais. Beaucoup lui ont reproché de construire des routes, d'inaugurer les avions, de voyager, de faire ci. Et d'autres disent, comment aurait voulu qu'il ne fasse que la transition, qu'il ne se consacre qu'à organiser une nouvelle constitution, écrire une nouvelle constitution, organiser une nouvelle élection, un nouveau référendum pour permettre une nouvelle République du Gabon. Je suis sans poursuivre les activités de l'État. Non, c'est pas ce qu'on lui reproche. Non, je voudrais dire que il a 2 ans. Il dirige un pays pendant 2 ans. 2 ans, pour moi, c'est pas trop. Le plus important, c'est le résultat. Qu'est-ce que les Gabonais attendent de lui? Rapide parenthèse, vous serez prêt à lui accorder un an supplémentaire, voire 2? C'est pas à moi de lui tant qu'il faut, je vous demande à vous, tant qu'il faut réussir la transition. Non, la transition n'a pas besoin de plus que ça. Je crois que les 2 années qui ont été retenues sont vraiment, déjà c'est compliqué de gérer une transition. Je crois qu'il y a des tensions financières. Parce que quand vous arrivez au pouvoir sans légitimité populaire, vous avez des limites. Je crois qu'il faut aller vite. Et 2 ans, c'est assez. Tout ce qu'il a promis faire, il peut boucler ça en 2 ans. Mais je pense aussi que pendant les 2 ans, il a affronté le problème des Gabonais. Vous savez, la situation de ce pays, le pays est dans une situation très 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 difficile. On ne peut pas s'asseoir, s'occuper juste de la transition, et quand les jeunes crient au chômage, quand les autres crient à la famine, mais son travail le plus important, c'était la restauration des institutions. Mais les autres suivent aussi, c'est-à-dire tout ce qu'il fait. C'est pour ça que pour moi, il y a 3 choses. Premièrement, c'est-à-dire briser les liens de servitude, renforcer l'espérance née du 30 août en mettant en place des institutions telles qu'il les a promis, mais après, essayer de nous vendre un rêve en commençant à régler les problèmes. Mais je sais que 2 ans, c'est suffisant. Et en plus, le système est né le 30 août 2023. Ils sont arrivés sans un programme politique, ce qui peut justifier qu'il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir plein de choses qui ne marchent pas très bien, il y a des choses qui font bien, d'autres qui font moins bien. Donc, le plus important pour les Gabonais, je crois que c'est qu'on ait toutes ces institutions et qu'on se projette vers l'avenir. Alors, messieurs, on va chuter, on va sortir. Pierre S'il vous plaît, oui. Vous avez posé une question. Oui. Ne donnez pas l'impression aux gens qu'un Gabonais, ni lui ni moi, nous puissions blâmer Oligui de faire les routes, de faire les écoles, de faire les dispensaires, de distribuer les médicaments. Non! Ce qu'on lui reproche, c'est des tournées à n'en plus finir qui pompent l'argent. Vous savez, déplacer tout ce monde-là pendant que le peuple crie famine, ce n'est pas ça qu'on lui demande. On lui dit, fais le travail pour lequel tu as dit interrompre le processus électoral qui était mal engagé et termine ce qui était dans les pipelines, et ensuite consacre-toi donc à l'essentiel. Et faire les tournées comme il le fait, et qui est très coûteux,
c'est des économies à faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Il avait besoin, il avait besoin d'aller auprès du peuple, d'écouter les autres. Pendant vous-même, vous avez dit. Vous savez qu'il est le premier agent de renseignement de l'État. Vous avez dit tout à l'heure. La situation qu'il va voir sur place, il était censé la connaître. Vous n'étiez pas convié au dialogue comme beaucoup d'autres personnes. Et M. Milama a dit tout à l'heure que M. Oligui continue les consultations. Cette tournée républicaine, comme on les a baptisées, participe de cela, d'écouter ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Vous l'avez écouté à Tchibanga? Vous l'avez suivi? Il a fait beaucoup de discours. À Tchibanga, il a dit qu'il ne revient pas sur ce que son peuple, à lui, a décidé. Or, il se revendique de la Constitution de 1991 qui stipule qu'aucune section du peuple ne peut s'arroger la souveraineté et décider exclure les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il revoie cette constitution de 1991 dont il revendique l'intérêt. D'accord. Or, ça n'est même pas cette constitution, Milama peut le dire, c'est celle de 1995, parallélisme des formes, adopté par référendum qui devait faire référence. On va chuter, messieurs, et en disant demain, c'est la fête de la libération. Nous avons, nous, la chance d'être au Gabon au moment où cela se produit, puisque nous faisons cette émission la veille de ce coup de libération. Mangaga Moussavou, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Gabon? Puisqu'ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Gabon au moment où vous vous apprêtez, même si vous serez chez vous? Non, on peut souhaiter, écoutez, ce serait catastrophique pour un homme politique d'empêcher les populations qui se sentent libérées, même si vous avez le sentiment que c'est le contraire qui s'est passé, c'est la confiscation d'un pouvoir et que nous sommes en train de créer une monstruosité, vous le dites, mais si le peuple estime qu'à l'instant T, il est heureux, laissez-le profiter de ce bonheur-là, tout en lui disant de faire attention, de ne pas se réjouir trop tôt. Pour demain, on chute pas avec vous, on finit avec vous. Pour demain, M. Milama, 30 août, premier anniversaire du CTRI, jour de libération, jour de fête, jour de réjouissance. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Gabon après demain, c'est-à-dire dès le 31? J'ai toujours dit que nous avons raté beaucoup d'occasions. Vous savez, en 1990, nous avons eu une conférence nationale. Après tout ce qu'on a retenu en 91, on a tout vidé. Je souhaite vraiment que ça soit un nouveau départ, mais un départ franc, un départ sincère, un départ honnête pour le Gabon, un départ pour plusieurs décennies. Nous avons, la première partie de la transition était une partie où on a titubé, on a discuté. Je crois que la dernière partie doit être la concrétisation de tout ce qui a été annoncé. Et la restauration réelle des institutions. Je souhaite au peuple gabonais que nous ayons une constitution qui nous ressemble et qui vous rassemble. Je souhaite au peuple gabonais que pour la première fois, à la fin de cette transition, on ait des élections libres, démocratiques, transparentes. Je souhaite au peuple gabonais que la personne qui va gagner cette élection soit investie président de la République. Nous souhaitons également au peuple gabonais qui nous accueille ce soir à Libreville dans le cadre de cette édition spéciale, jour de veille de la fête de la libération des Gabonais à travers le CTRI. Nous vous disons merci, peuple gabonais, de nous avoir accueillis à Libreville avec le groupe Média Afrique News. Nous vous souhaitons une belle fête et nous vous disons bonne chance pour la suite, surtout bonne fin de transition. Il reste encore un an, si on a bien compris ce qui s'est dit sur ce plateau. Nous resterons là en tant que média, quatrième pouvoir, pour regarder, pour scruter, pour commenter tout cela. Bien évidemment, s'il y a le moins de changements, le moins de nouveautés, nous espérons revoir Pierre Claver et Mangaga Moussavou sur ce plateau et Dieudonné Milama pour venir décrypter et analyser l'actualité du Gabon. Merci messieurs pour votre disponibilité exceptionnelle ce soir. Merci à tous nos téléspectateurs. N'oubliez pas l'information continue sur Média Afrique News. Tout de suite, le journal avec Olivia Bossal. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Afrique Direct. Bien le bonsoir à tous.